Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Est-ce que l'enfant, pour grandir, a besoin de recevoir une éducation à la sexualité dans le cadre scolaire ? Dès la maternelle, 3-5 ans, les standards de l'OMS préconisent de commencer avant l'âge de 4 ans. On peut choisir à 3 ans ou 4 ans d'être une fille ou un garçon. Vous êtes un monsieur. Non. Si. Ils préconisent que soit abordé le sujet de la masturbation enfantine précoce. Face au président russe, Vladimir Poutine, les alliés européens de l'Ukraine ont voulu montrer leur unité. Du plaisir et de la satisfaction liés au toucher de son propre corps. Les Européens veulent la paix, mais pas à n'importe quel prix. Du droit d'explorer les identités sexuelles. Toi, t'es quoi? Une fille. Pourquoi? Parce que. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, le fameux slogan d'il y a 4 ans et demi, effectivement, c'était le moment du Covid, d'Emmanuel Macron, n'a jamais été aujourd'hui aussi, je dirais, pertinent, je ne sais pas. En tout cas, il résonne par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On entend vraiment des bruits de bottes étranges, venus d'ailleurs, que ce soit du côté de ce qui s'est passé à Washington entre Vladimir Zelensky et Donald Trump, que ce soit le dernier discours de Vladimir Poutine, là, qu'il a prononcé hier, qui est quand même très très précis, je dirais, sinon préoccupant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et puis qu'est-ce qui se passe aussi avec l'Algérie, où effectivement, de façon assez précise aussi et assez brutale, Emmanuel Macron a rappelé à Bruno Retailleau et à François Bayrou que c'est lui le président de la République et c'est lui qui décide si les accords de 68 avec l'Algérie doivent être revus ou pas. Donc, crise, peut-être pas crise, on va en parler avec Pierre Lelouch, que nous sommes heureux de recevoir. Et je rappelle qu'il est l'auteur d'un livre remarquable, Engrenage de la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, chez Odile Jacob. Nous allons parler de tout cela. Nous allons aussi, évidemment, parler de ces perles que l'on entend dans diverses radios, télévisions et autres. Il y en a quand même qui sont absolument formidables. Et puis, en seconde partie d'émission, nous allons recevoir, nous allons parler de cette... Vous savez, de ce plan EVARS, on a décidé l'éducation sexuelle à l'école, c'est précis maintenant, de la maternelle à la terminale. Quelle connaissance, de quoi on parle en parlant d'éducation sexuelle? On va en parler avec Anne Coffinier, qui est fondatrice de la Fondation Kéros et présidente de Créer son école. Il y a de quoi faire, effectivement, en ce moment. À tout de suite. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, comme d'habitude, ici, vous savez, dans Berkov dans tous ses états, on va essayer de décrypter cette situation. La situation, on en assiste effectivement un front français avec ce qui se passe avec l'Algérie, on va en parler plus tard, et puis évidemment ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, depuis que Trump a pris le pouvoir un certain 20 janvier. C'est pas loin, ça fait pratiquement 5 semaines, et en un peu plus de 5 semaines, eh bien écoutez, les plaques tectoniques ont bougé beaucoup plus vite que prévu. Et entre autres, par exemple, effectivement, là aujourd'hui, alors en 2 mots, on résume rapidement. Après le clash Trump, Vance, Poutine à la Maison Blanche, eh bien, il y a eu ce qu'il y a eu, effectivement. Pardon. Avec Zelensky, le clash. Avec Zelensky, pourquoi j'ai dit oui, Poutine? Vous avez raison de me corriger. Avec Zelensky, oui, je suis parti. Oui, j'étais parti déjà dans les négociations Trump-Poutine. En 2 mots, effectivement, Trump suspend les livraisons militaires à l'Ukraine pour le moment, temporairement. Il dit, écoutez, tant que Monsieur Zelensky ne prononcera pas des paroles de paix et il dit qu'il est prêt à négocier, en tout cas, eh bien, nous arrêtons la chose. En même temps, Ursula von der Leyen, je rappelle, dit, il est temps que l'Europe se réarme et nous allons mobiliser avec les capacités de toute l'Europe 800 milliards d'euros pour que l'Europe se réarme. En combien de temps? Eh bien, on le saura. Emmanuel Macron, je rappelle, a affirmé dimanche soir dans le Figaro qu'une trêve d'1 mois serait observée en Ukraine, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Sauf que Keir Starmer a contredit tout de suite en disant non, on n'est absolument pas d'accord. Etc., etc. Pierre Lelouch, bonjour. Bonjour, monsieur Berkov. Alors,
Vous êtes ancien ministre, vous êtes ancien député, vous êtes spécialiste des questions internationales, et je rappelle ce livre, vraiment pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le conseille de lire, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Parce que basculement du monde, il y a, on le voit, on l'avait vu déjà il y a quelque temps, mais là, effectivement, ça tourne à plein gaz. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, cette espèce de fixette, c'est-à-dire on a l'impression que, et corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'on a l'impression que effectivement Trump dit, écoutez, maintenant ça suffit, il faut faire la paix, non pas la paix à tout prix, mais discuter, et qui vont discuter sinon avec les Russes. Zelensky, qui était venu pour signer un accord sur les terres rares avec Trump, a dit non, moi c'est pas question, il faut d'abord que vous me donniez encore plus d'argent, 300 milliards, ça ne suffit pas, et puis Poutine, il faut vraiment le refouler, etc., etc. En même temps, l'Europe, alors, sommet européen, vous savez, à Londres, effectivement, alors l'Europe va se réarmer, et on entend un peu partout, vraiment, les bruits de guerre. Oui, c'est l'Europe qui va tenir tête, puisque vous ne voulez pas, vous, Américains, le faire, vous êtes prêts à céder à tout. Et je rappelle quand même, Pierre Lelouch, cette couverture du Point, Trump, l'homme de Poutine, l'homme des Russes. Comment effectivement cette espèce de situation, à la fois dont on aurait envie de rire, surréaliste, de peur d'être obligé d'en pleurer parce que elle est grave. Comment vous la ressentez? Comment vous l'analysez? Bon, on va y revenir depuis le début. La guerre d'Ukraine, elle pose deux problèmes absolument majeurs. D'abord, un problème qui est sur la table depuis l'indépendance de l'Ukraine il y a 33 ans, mais que personne n'a voulu regarder, sauf les Russes, et nous, on n'a pas regardé. Quel est l'avenir de ce pays qui est au centre névralgique de l'Europe entre l'Allemagne et la Russie? C'est Mackinder, le grand géopoliticien du XIXe siècle, qui disait que celui qui contrôle le cœur de l'Europe contrôle l'Eurasie, celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Donc c'est une zone absolument vitale, qui a toujours été une zone de guerre, une terre de sang, avec des millions et des millions de morts, parce que c'est une zone de passage entre l'Allemagne et la Russie. Lorsque l'Ukraine est devenue indépendante au moment de l'explosion de l'Union soviétique, à la fin de l'année 91, la question s'est posée de savoir où allait aller l'Ukraine. Est-ce qu'elle allait rester sous le giron de la Russie? Est-ce qu'elle allait passer à l'ouest? Est-ce qu'elle allait servir de pont entre les deux? Moi, je me suis occupé de l'Ukraine depuis cette période. Depuis cette période de l'effondrement de l'URSS. Oui. Et donc... je vais vous donner deux anecdotes. La première, c'était en 2003-2004, quand j'étais président de l'Assemblée de l'OTAN, et Yushchenko, vous savez, ce président grêlé là, qui avait été empoisonné par le KGB, m'a dit, nous, on n'a qu'un objectif, rejoindre l'OTAN. Rejoindre l'OTAN, c'était signal rouge pour les Russes. Poutine me dit, en 2013, donc 9 ans plus tard, si l'Ukraine passe à l'ouest, je préférerais la détruire, elle n'ira jamais à l'ouest. Voilà le sujet. Il vous l'a dit? Il me l'a dit en face. D'accord. Fin 2013, juste avant le deuxième Maïdan. Ouais. Donc on est dans une situation où la question fondamentale, c'est que va devenir ce pays? C'est ça la question qui est posée devant nous. Avec une situation militaire qui est connue depuis au moins 2 ans, savoir que les Ukrainiens ne peuvent pas regagner militairement les territoires conquis par les Russes, ni le Donbass ni et la Crimée. À l'inverse, les Russes ont montré qu'ils sont incapables de prendre toute l'Ukraine, donc à un moment ça s'arrête. Et ça s'arrête parce que aujourd'hui tout le monde est épuisé, puis qu'arrive un président américain qui a décidé de couper les crédits, qui avait commencé d'ailleurs. Trump l'an dernier avait, par la pression qu'il a exercée sur le Congrès, suspendu les crédits pendant 6 mois. Tout le monde a oublié, enfin, l'avertissement... Vous parlez de Biden, là? Non, je parle de Trump. Ah, de Trump, à la pression de Trump. Qui avait pesé sur les élus républicains au Congrès. Oui, il faut être précis. Pendant 6 mois, les livraisons d'armes ont été interrompues. Biden a pu obtenir un nouveau paquet de 60 milliards, et c'est ce paquet de 60 milliards qui s'achève aujourd'hui. Il devait rester 3,5 milliards à peu près à dépenser, à livrer, et c'est ceux-là qui sont interrompus, sachant que Trump, de toute façon, ne veut pas continuer à payer. Bon. Donc vous avez ce problème-là qui n'est pas réglé. Les Américains ont décidé, et ça parce que Trump vraiment marque une inflexion majeure dans l'histoire des États-Unis, on revient non pas à 45,
on revient à avant 1914, avant le traité de Versailles. Donc l'Amérique redevient isolationniste, nationaliste, impérialiste. America first, c'est ça. Impérialiste au sens de Teddy Roosevelt, oui, empire, oui. de façon ouverte. Empire ou pas empire, ils sont comme ça. Il n'y a pas de raison de penser que les États-Unis, ad vitam aeternam, allaient servir de protecteur de l'Europe ou de qui que ce soit. Voilà, ils reviennent. Sauf que l'Europe l'a repensé pendant 60 ans et a dormi dessus. Voilà, ça c'est son problème à elle. Et donc c'est pour ça que Trump dit aux Européens, maintenant débrouillez-vous, c'est votre affaire. Okay. Donc, première question, l'avenir de l'Ukraine, qui n'est pas du tout réglé. Cessez le feu, trêve, quelle est la part des Européens, comment ils vont faire pour se refinancer, etc. Le deuxième problème, c'est que, et c'est pour ça que je parle de basculement du monde dans mon livre, c'est que la guerre d'Ukraine a déclenché, a accéléré des mouvements telluriques déjà à l'œuvre. C'est-à-dire d'abord l'isolationnisme américain, mais surtout aussi la montée du Sud global. C'est-à-dire des pays comme la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, la Turquie. Et comme Biden a soudé la Chine et la Russie en faisant cette guerre par procuration non déclarée contre la Russie à partir d'avril 2022, ce qu'il ne voulait pas faire au début, mais comme il a vu que l'armée russe était battue devant Kiev, on s'est dit, on va saigner l'armée russe. Donc à partir d'avril commence le réarmement de l'Ukraine par les États-Unis, et nous, les Européens, on suit comme des moutons, sans qu'à aucun moment, vous m'entendez, soit posé la question de c'est quoi l'objectif stratégique, comment on en sort, qu'est-ce qu'on veut à la sortie. On était dans l'émotion, on allait se battre pour le bien contre le mal, comme a dit Monsieur Biden à l'époque à Varsovie, repris par tous les Européens. Poutine égale Hitler, Zelensky égale Churchill, voilà, etc. Et dans les magazines français à l'époque, c'était Churchill versus Hitler. On rejouait 1938. Et donc, on s'est embarqué dans ce truc où, en fait, on était un peu comme les supporters d'une équipe de foot ou d'un boxeur assis sur le canapé. On paye le ticket d'entrée assez cher. L'Europe a payé 130 milliards, plus tout ce qu'on a perdu en Russie, c'est-à-dire les investissements, plus le gaz. Le gaz 4 fois plus cher qu'on importe des États-Unis à la place du gaz russe. Donc ça fait l'inflation à 25%. Le pétrole indien, etc. Non mais vous avez vu l'inflation quand même alimentaire en France et en Europe, plus 25. C'est le résultat direct de cette guerre. Bon, on paye le ticket, mais on laisse les Ukrainiens se battre au nom de la liberté. Et puis vous avez un président ukrainien qui tourne aux capitales, les différentes capitales, la Mostra de Venise, enfin tout, et il explique, nous nous battons pour la liberté, pour votre liberté, notre sang coule à votre place, donc vous payez. Et donc ça c'est le laïus auquel on a reçu depuis 3 ans, et c'est le laïus qu'il a servi dans le bureau ovale. Alors là ça n'a plus marché du tout, parce que Trump veut plus payer, et que de toute façon, il considère que c'est pas à Zelensky de dire comment les Américains doivent se protéger. Quand à un moment, Zelensky a dit « Oui, mais vous êtes protégés par ce joli océan », c'est là qu'il explose, Trump. Et il a ajouté « Vous allez voir, vous allez connaître la guerre, c'est pas l'océan qui va vous protéger ». Et là, Trump a explosé. C'est là que ça s'est fait. C'est ça que ça s'est joué. Contrairement à ceux qui disent que tout ça est planifié, pas du tout. Moi, je cite dans mon livre, bien, et encore, je savais même pas que Trump allait être élu, j'avais pas de garantie. Je pensais qu'il allait être élu. Mais quand j'ai fini d'écrire ce livre l'été dernier, que c'est parti chez l'imprimeur début septembre, je savais pas que Trump serait automatiquement élu. Par contre, j'ai cité longuement Trump, et surtout son idéologue en chef, le J.D. Vance, qui est un type très remarquable, très intéressant. Il l'a montré, il a écrit un livre très intéressant qui est sorti en français. Voilà. Hillbilly. Qui raconte sa jeunesse dans une famille extrêmement pauvre des Appalaches. Comment il était dans l'armée après, comment il a eu sa bourse pour faire des études. Et c'est un type qui a dit, quand j'étais dans l'armée, j'ai compris que tout ce qu'on racontait sur le rôle des Américains, la liberté dans le monde, d'exporter la démocratie, tout ça c'est pipeau, on mourrait pour rien, on dépense de l'argent pour rien. Donc il est revenu et il a servi d'armature intellectuelle au milliardaire de l'immobilier qui est Trump. Donc maintenant vous avez une fusion entre les néo-isolationnistes, nationalistes américains, la tech de la Californie. La tech d'Elon Musk. Voilà. Et donc ça fait... C'est en train de faire une révolution à l'intérieur des États-Unis qui est au moins aussi importante que ce dont on parle à propos de l'Ukraine. Pendant qu'il parle de l'Ukraine en Europe, il est en train de changer tous les États-Unis de façon très profonde. Donc voilà ce qui se passe. Il se passe un énorme point d'interrogation sur comment on sort
de cette affaire ukrainienne. Et puis, une révolution mondiale avec la montée du Sud global, le poids de la Chine et de plus en plus des pays qui en ont marre de nos valeurs, marre du dollar, marre des sanctions américaines et qui s'organisent de plus en plus pour dédollariser leurs échanges. Les BRICS, pour ne pas les nommer. Hein. Sont les BRICS co-dirigés par les Chinois et les Russes. Ouais. Donc voilà le sujet. Et là-dedans, la vieille Europe, en déclin démographique, qui a décroché des États-Unis depuis 20 ans de façon spectaculaire. Il y a 20 ans, 25 ans, les États-Unis et l'Europe étaient au même niveau sur le plan des PNB. L'Europe était même juste un peu avant. Aujourd'hui, on a flanché de 50%. Les grandes technologies, lancées il y a 20 ans aux États-Unis, n'existent pas en Europe. Les grandes boîtes de la tech, il n'y en a aucune en Europe. Donc on a pris du retard, on a décroché, et on a continué à désarmer tout en finançant toujours plus d'aide sociale dans tous les pays, pas seulement en France. Et donc on se retrouve dans une situation où on est en train d'être largué par l'histoire qui se fait sans nous, dans un endroit, l'Ukraine, qui est vital, parce que, comme dit mon vieux maître Jacques Bainville à la sortie du traité de Versailles en 1918, parce que lui, il avait tout de suite vu qu'on était dans une catastrophe, qu'est-ce qu'il a dit, Bainville? Il a dit, ce traité est en train de refermer la plaie en laissant l'infection dedans. Donc ce qu'il faut éviter en Ukraine, c'est de trouver une situation à l'arrivée qui soit pire qu'au début, c'est-à-dire que la guerre continue, et contrairement à ce que dit M. Macron, qu'on se retrouve coincé dedans, parce que avant d'aller engager des forces, je voudrais juste qu'ils réfléchissent un tout petit peu. Ce serait pas mal. On va continuer à en parler, Pierre Lelouch. C'est assez passionnant de remettre effectivement les perspectives et le tableau, juste tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Le déserteur de Boris Vian. On voit d'ailleurs ce qui se passe, il faut le dire aussi, sur les images des Ukrainiens, quand même 1 million de morts et de blessés, qui sont engagés de force. Hein. Des deux côtés. Des deux côtés. Ah oui, mais honnêtement, on parle de 600 à 700 000 Ukrainiens morts. Je ne sais pas si c'est exagéré ou pas. Mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas. Rien. Mais je crois qu'en tout cas, le nombre, effectivement, les Russes aussi, bien sûr. Non, Pierre Lelouch, c'était ce matin. Mais selon les services de renseignement finlandais, je dis bien, la fin de la guerre en Ukraine permettrait à la Russie de déployer ses activités hostiles ailleurs en Europe. Et on entend effectivement ce mantra, oui, mais vous comprenez, et c'était ça d'ailleurs presque depuis le départ, si on ne fait pas gagner l'Ukraine contre la Russie, Poutine va envahir, d'ailleurs, on va voir les Cosaques à Paris sur la place de la Concorde. Il y avait ce mantra. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, au fond, est-ce que, à votre avis, la situation, elle est figée ou effectivement, ça va se passer que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, Zelensky ou un autre dira, bon, bah, écoutez, oui, je reconnais, je vais signer l'accord sur les terres rares, et puis Poutine et Trump, on ne sait pas quand, mais à mon avis, dans un avenir prévisible, vont se rencontrer, d'ailleurs en Arabie Saoudite, pour négocier un Yalta sans l'Europe. Oui, c'est ça qui va se passer. Oui, il va y avoir... alors la question, c'est jusqu'où Zelensky peut résister, mais là... clairement, les Américains veulent arrêter. Donc, dans la mesure où ils arrêtent de livrer des armes, c'est très simple, ça va s'arrêter. Parce que l'essentiel des armes, c'était des armes américaines, et les Européens, les arsenaux sont vides. De ce qu'on avait à leur donner a été donné. Mais je comprends pas, on va faire l'armée européenne avec Ursula von der Leyen, 800 milliards. Non, mais c'est là, si vous voulez, que moi je les appelle les somnambules illusionnistes qui nous gouvernent, pas seulement à Paris, mais dans toute l'Europe. On a affaire à une bande d'illusionnistes qui jouent les séquences médiatiques. Vous savez comment ils font. J'étais en politique suffisamment longtemps pour vous dire comment ça fonctionne. Ils sont obsédés par l'élection et par la séquence de la semaine. On fait semaine après semaine après semaine. Donc ça fait 3 ans que cette guerre dure. 3 ans qu'on nous parle de réarmement. 3 ans qu'on nous parle d'Europe de la défense et de souveraineté européenne. Il se passe Pipo et Mario. Pipo et Mario, parce que personne n'a le courage. Si, il y a eu 100 milliards de débloqués par Scholz pour le jour de l'invasion, le 24 février. Là, c'est un tournant mondial, je mets 100 milliards. Mais ces 100 milliards, ils ont surtout été destinés à acheter du matériel américain, et depuis, on n'a plus entendu parler. Le budget de défense allemand n'a pas augmenté. Celui de la France, c'est très optique, en réalité, parce qu'on a fait du spatial. On a essayé de rattraper les retards,
Mais si vous regardez le nombre de matériel effectivement disponible, de bateaux, d'avions, de blindés, de canons, ça n'augmente pas. Pourquoi ça n'augmente pas? Parce qu'on ne met pas l'argent. La France dépense 900 milliards de dépenses sociales par an. Et à peine 45 pour la défense. Une fois que si vous voulez maintenir... Aujourd'hui, selon le chef d'état-major de l'armée de terre lui-même, quand Macron a commencé à dire, il y a un an déjà, en février, je vais peut-être envoyer des mecs sur place, je cite de mémoire. Moi j'étais horrifié. D'abord, le chef d'état-major a dit 20 000 hommes. C'est ce que nous pouvons envoyer. Sur 1000 kilomètres de front, où il y a 1 million de soldats de part et d'autre. C'est quoi? De quoi parle-t-on? Donc, si, en effet, les services de renseignement danois, finlandais, allemands disent « Oh là là, Poutine va arriver », si vous voulez qu'il n'arrive pas, d'abord, tout de suite, il ne peut pas, puisqu'on voit avec quelle difficulté l'armée russe qui a perdu 8000 blindés et 200 000 hommes tués au moins. Le temps qu'elle se reconstitue, il va falloir au moins 5 ans, ça tombe bien. Il faut qu'on ait au moins 5 à 10 ans en Europe pour construire des forces armées. Au moins. Oui, parce que bon, c'est jouable, mais il faut le faire. Et d'ailleurs, si on a des doutes sur les instincts impérialistes de la Russie ou des États-Unis, on a le droit de les avoir. Moi, je les ai aussi. Dans ce cas-là, préparons-nous. Mais on ne peut pas à la fois désarmer, dire aux Ukrainiens de continuer à se battre aussi longtemps que nécessaire, et ne rien faire en même temps, et ne pas parler aux Russes. Il y a un moment où il faut renouer avec toutes les parties, essayer d'en sortir le moins mal possible, trouver une solution qui évite que ça dégénère, que l'infection continue. Je rappelle qu'il va y avoir des gens en Ukraine qui n'accepteront pas le cessez-le-feu. La partie droite, à l'ouest de l'Ukraine, l'ancienne UPA, les nationalistes ukrainiens sont férocement anti-russes. En 1945, quand Staline a pris le contrôle de l'Ukraine et a tracé ses frontières actuelles, les Ukrainiens nationalistes se sont battus et ont tué des Russes jusqu'en 1955. Oui, donc il y a un sentiment nationaliste très fort. Sauf que le problème aujourd'hui, il est là, il est que ça va se passer sans l'Europe. L'Europe aurait pu jouer le rôle de médiateur, à mon avis, si Europe il y avait, mais enfin, c'est une autre question. Et il ne l'a pas joué. Mais aujourd'hui, de toute façon, et on en a parlé, ça va se résoudre entre l'Amérique, en tout cas, ça va avancer entre l'Amérique et la Russie, encore une fois, sans l'Europe. Et puis on voit bien cette Europe désunie, Pierre Lelouch. Alors, regardez, Mélanie dit, pas de question d'envoyer un soldat... Mélanie n'a pas envie de rompre avec Trump. Du tout. Du tout. Elle veut garder des liens avec les Russes. Quand Scholz a dit qu'il faudrait peut-être parler aux Russes, il s'est fait immédiatement critiquer. Mais à un moment... On a vu les résultats des élections, voilà, aussi allemandes. À un moment, il va falloir quand même se calmer, arrêter de s'énerver dans tous les sens. Là, je vois monter un sentiment anti-américain qui me fait sourire. Alors tout d'un coup, on redécouvre. L'Europe est en train de découvrir. Voilà, il y avait un monstre, maintenant il y en a un deuxième, donc ils ont leurs 2 démons. On va pouvoir taper sur les 2 vilains. Mais bon, taper, mais si rien ne se passe, c'est ennuyeux. On va regarder avec intérêt ce que Madame von der Leyen va faire en détail, parce qu'elle annonce un chiffre magique, 800 milliards. Quand on regarde un peu plus près, il s'agit de 150 milliards de prêts qui vont s'ajouter à nos dettes, plus 350 milliards de fonds européens qui vont de fonds structurels qui vont être adaptés à la défense, tant mieux. Mais je rappelle quand même que la mère von der Leyen, pardon de cette familiarité avec cette dame que j'ai du mal à supporter, franchement, depuis le début. Vous n'êtes pas le seul. Mais... Bon, il faut savoir que elle est quand même la patronne de quelque chose qui s'appelle la taxonomie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la taxonomie. Ce sont des normes fixées par les experts de la Commission qui interdisent aux banques de prêter aux choses qu'ils n'aiment pas. Par exemple, le pétrole, le gaz et l'armement. Les banques européennes n'ont pas le droit de financer l'industrie d'armement. Vous imaginez un peu le truc. Alors, qui va le financer ? Deuxièmement, la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui est quand même le bras armé de la finance de l'Europe, a interdiction jusqu'à présent de financer l'industrie de défense en Europe. Donc quand vous voyez des gens qui font ça, bon, on peut avoir quelques doutes sur le sérieux de ce qu'ils racontent. Alors elle dit maintenant je vais changer, on va prêter de l'argent, on va encourager nos industries de défense, très bien. Mais ce qu'il faut, c'est arrêter aussi un système où, par exemple, la Pologne a touché 300 milliards d'aides européennes, c'est-à-dire notre pognon à nous, si j'ose dire, aussi. Contribuable, bien sûr. Et pour faire quoi ?
pour acheter du matériel américain, des F-35, des hélicoptères. Les contrats avec les Français étaient supprimés. Donc pour que tout ça ait un sens, il faut que cet argent aille aux industriels européens et que ça ruisselle dans les économies européennes. Parce que l'industrie de défense, elle a plein d'applications dans le civil. Sauf que tout le monde attend les F-35 un peu partout en Europe et qui n'y sont pas encore arrivés. Donc tout ça, c'est quand même, comme vous disiez, pipeau et compagnie. Enfin, en tout cas... Non, il faut que les États... Ça, après, c'est une action politique. Si les 3 ou 4 États qui comptent dans tout ça, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Italie, la Pologne, décident de jouer en collectif, c'est-à-dire l'Allemagne aussi, oui, bien sûr, l'Allemagne aussi, de regonfler leur effort de défense et essayer de coordonner les commandes, vous pouvez avoir un système de dissuasion européenne important, qui en plus s'appuiera sur le fait qu'il existe 2 puissances nucléaires en Europe. Voilà, si ceux qui ont peur de Poutine dans 5 ans, on peut gérer Poutine dans 5 ans. Il n'y a pas d'histoire, à condition de prendre les décisions que je n'ai pas vues depuis 3 ans que cette guerre dure. Oui. Et c'est pour ça que, monsieur Berkov, je vais vous dire, là où je suis inquiet, c'est que les ozos qui nous ont amenés à la situation présente sont ceux-là même qui sont supposés nous en sortir. Donc j'ai quelques doutes, moi, quand ils disent... Oui, ce n'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont apporter les solutions en général. Peut-être pas créer, mais du moins aggraver une situation dont ils ne se sont pas occupés. Si on s'était occupé de l'Ukraine il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne serait pas là. Mais parce qu'il y avait le parapluie américain, parce qu'on était en train Puis on avait autre chose à faire. Les Allemands achetaient du gaz russe à tour de larigot parce qu'il fallait arrêter le nucléaire. Rappelez-vous, il y avait une question de politique interne. Moi, j'ai quand même entendu Angela Merkel nous dire à François Fillon et moi, j'arrête le nucléaire et vous allez fermer Fessenheim. Oui. J'étais là. Et on a fermé Fessenheim. Et j'ai dit, Madame la chancelière, on est encore un pays souverain. C'est pas grave, Hollande et Macron ont fermé Fessenheim. Si nous on l'a pas fait, les suivants l'ont fait. Donc c'est juste pas possible. Quand vous avez un gouvernement allemand qui était entièrement tourné vers le gaz russe et la sécurité américaine gratuite, ils pouvaient exporter en Chine, tout ça, ça s'effondre. Donc l'Allemagne doit réinventer un autre modèle, la France aussi. Et il va falloir des vrais leaders politiques pour le faire. Alors, c'est la dernière question. Je voulais qu'on discute, Pierre Lelouch. Mais y a-t-il un pilote dans l'avion, je parle dans l'avion européen, un pilote ou des pilotes, y a-t-il, franchement, des hommes politiques? Je parle abruptement, je parle des hommes politiques, parce que tout ce que vous dites, enfin, ce ne sont pas tous des rachitiques du bulbe. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis quelque temps, depuis quelques années. Oui, mais enfin, ils ne savaient pas. Je veux dire, le problème, l'Ukraine, honnêtement, je vais vous dire, il y a très peu de gens qui connaissent l'Ukraine. Très peu. Je veux dire, il y a Non mais pardon, excusez-moi. C'est même pas une question de connaître l'Ukraine. Et fallait-il absolument suivre aveuglément l'Amérique alors que l'Amérique, ça l'arrangeait très bien qu'il y ait les embargos européens et se couper totalement de la Russie, le gaz, le pétrole. Vous savez très bien, le rapatriement de toutes les entreprises françaises. C'est la séquence média. La pente naturelle la plus facile, c'était d'accentuer les médias. Les médias, ils sont nourris à ça, au bon sentiment, la liberté, le truc. Les Russes, c'est pas bien, les Américains, c'est bien. Donc voilà. Et on a suivi comme des moutons, sans, encore une fois, qu'il y ait une vraie discussion. Hier, à l'Assemblée, j'ai écouté le débat, j'étais effondré aussi. Où était la discussion? Qui a mis un seul chiffre? Moi, j'ai entendu Bayrou nous expliquer qu'on était plus fort que tout le monde et que si on additionnait tout le monde, on était plus fort que les Russes, plus fort que les Américains. Mais moi, j'ai des collègues aux États-Unis qui se marrent, qui m'envoyaient. Ils me disent, mais ils disent ça vraiment dans votre pays? Mais c'est pas possible. Si on est aussi fort que ça, mais allons-y. Oui, allez-y. Renversons Poutine tout de suite. Bien sûr, aux armes citoyens. Mais tout ça, c'est du pipeau, c'est pas sérieux. Donc, alors quand vous dites qu'ils ne savaient pas aujourd'hui que Bayrou, mais on prend Bayrou pour prendre quelqu'un d'autre, prononce un discours pareil. Aujourd'hui, il sait, lui et beaucoup d'autres. Comment peut-on prononcer un discours pareil? Je parle de la France, mais il y en a d'autres. Allons-y, les gars, les va-t-en-guerre, on fonce. Alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, il dit pas ça. Il dit pas ça. Il dit qu'on va réarmer. Mais il n'a pas annoncé un chiffre. Ouais. Pas un chiffre. Aucun d'entre eux n'a annoncé. Ils sont tous référés au général de Gaulle, mais il n'y a pas un chiffre. Mais du temps du général de Gaulle, les budgets de défense, les types qui ont fait le CEA et la bombe atomique, c'était des gens sérieux. Moi, j'ai eu la chance de les connaître, certains d'entre eux, quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais il y avait des pilotes dans l'avion, parce qu'il y avait un commando autour d'un homme. Alors, vous me disiez, est-ce qu'il existe ce genre d'homme aujourd'hui? Je vais vous dire. Ce genre d'homme, les Churchill, les De Gaulle, en temps de paix, ça n'arrive pas. En temps de paix,
la démocratie produit de la médiocratie et de la médiacratie. Et de la bureaucratie. Et de la bureaucratie. Ouais. Quand vous avez des contradictions de l'histoire absolument féroces, alors surgissent parfois des gens qui peuvent sauver la situation. Churchill, sa carrière était finie en 1940. De Gaulle, personne ne le connaissait. Bien sûr. Et oui, ben lui, il payait aussi les Dardanelles, rappelez-vous. Bien sûr. Et donc, et compagnie. Ces types, vous dites qu'il faut attendre des temps de guerre pour que des gens pareils surgissent. Émergent, oui. C'est pour ça que je ne suis pas fondamentalement pessimiste. J'espère qu'ils ne feront pas d'erreur. J'espère que la caste actuelle ne fera pas d'erreur de calcul. C'est ça qui m'inquiète, parce que c'est dans ce genre de situation de tension, tout peut arriver, que les gens peuvent faire des erreurs. S'il n'y a pas d'erreur de commise et qu'on avance, il peut surgir une génération des gens expérimentés qui peuvent reprendre ça en main. L'Europe et la France en ont vu d'autres, la France en a vu d'autres. Donc je reste fondamentalement optimiste, mais c'est une période très intense, de très forte contradiction. Merci Pierre Lelouch. En tout cas, on continuera cette discussion et on verra si effectivement des hommes ou des femmes surgissent qui nous sortent de cette espèce de tétanisation, de tétanie, de sidération qu'on a depuis trop longtemps connue. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, vraiment, tout ce qui se passe, les allers-retours entre Washington, Paris, Londres, les rencontres entre Macron et Trump et la guerre en Ukraine suscite quelquefois des perles, effectivement, que nous sommes toujours heureux, vous le savez, c'est notre côté service public, nous sommes toujours heureux de rapporter. Et voici par exemple 2 perles de culture, je peux le dire, que vous allez écouter tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. C'est mon ami, c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe 1 heure ou 2 chez lui. Oui, très beau, c'est mon maître et c'est mon ami, la chanson de Serge Lama, bien sûr. Et on aime bien, nous, quand on l'écoute, effectivement, sur les radios, les télévisions, etc. Eh bien, on sent des moments, vous savez, de pure euphorie. On est content, par exemple, quand le 24 février, donc, Emmanuel Macron est allé voir Donald Trump, ils se sont parlé, et vous vous rappelez, on avait dit cette phrase merveilleuse qu'il avait énoncée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, il a dit, quand je vais voir Trump, je vais lui dire, sois ferme avec Poutine, hein, sois ferme avec Poutine. Et alors là, nous avions donc les journalistes, notamment Rutel Krief, qui raconte un peu l'entrevue. Et écoutez, on sent cette espèce d'euphorie tout à fait rassurante. En tout cas, on sent cette euphorie et c'est, je dirais, ébloui devant cette rencontre du côté, en tout cas, du président Macron. Écoutez. En ces routes, votre parti pris politique, Emmanuel Macron. Alors, on sait qu'en France, c'est difficile pour lui, mais si on regarde au-delà de nos frontières, vous dites le monde nous l'envie. C'est sûr que depuis la dissolution, Emmanuel Macron traverse un trou d'air durable dans l'opinion française. Depuis quelques jours, il a un petit ballon d'oxygène. Et effectivement, les dirigeants étrangers, ou en tout cas la presse étrangère, recommencent à nous l'envier. Je n'exagère pas. Regardez cette prestation, évidemment à Washington, vous en avez longuement parlé, David. Immédiatement après, c'est une vidéo de la Maison-Blanche, un peu message spécial de Donald Trump à Emmanuel Macron. Regardez quelques extraits, c'est tout sourire que les 2 hommes, que la Maison-Blanche, on va voir les images, montre la bonne entente des 2 hommes. C'est vrai, c'est magnifique, c'est vrai que c'était extraordinaire comment ils se parlaient, comment ils se touchaient la cuisse ou le genou, et comment Donald Trump a dit oui mais Emmanuel Macron a raconté n'importe quoi à des journalistes quand on était à la Tour Eiffel en train de dîner, mais comme je comprends pas le français, j'ai rien entendu. Et je vais vous dire, c'est à tel point que le monde entier nous envie Emmanuel Macron, que c'est le seul chef d'État européen qui va être invité au sommet
Trump, Poutine en Arabie Saoudite. Oui, Emmanuel Macron va être invité. En tout cas, il voulait être invité. Ah non, on m'envoie des mots, là, aussi même mon réalisateur que Maud Koffler, que Manu me dit non, il n'est pas invité. Ah bon? Il n'est pas invité? Mais enfin, je comprends pas. Vous venez de dire que le monde entier et que ça a été extraordinaire, la star Macron à la Maison-Blanche. Bon, écoutez, c'est pas encore le cas, mais vous avez raison, il faut dire, c'est notre président, il faut le louer, le louanger du matin au soir, parce que c'est comme ça que l'information passe. Autre chose, toujours sur LCI, mais un peu plus tôt, la veille d'ailleurs, Darius Rochebin, qui est l'animateur vedette, l'un des animateurs vedettes de LCI, a eu cette phrase absolument magnifique, ça lui a échappé, je ne sais pas. Écoutez, c'est très court, mais écoutez. L'Amérique n'a pas lâché l'Ukraine pour l'instant. L'armement, il continue à être livré. Donc on peut rester optimiste. Voilà. Si les Européens prennent la relève, la guerre peut continuer pour reconquérir Donbass et Crimée. En plus, voilà. Alors vous avez écouté, d'abord, c'était une chroniqueuse qui disait non, l'Amérique n'a pas lâché l'Ukraine, il continue à fournir les armes, sauf que comme on le sait depuis hier, avant-hier, Donald Trump a pour le moment en tout cas coupé le robinet. Mais ce qui est formidable, c'est ce que dit Darius Rochebin. Ah, alors on peut être optimiste, grâce à l'Europe, la guerre peut continuer. Alors, est-ce que c'est faire preuve d'optimisme de dire que la guerre peut continuer? Évidemment, on peut dire, mais si la guerre s'arrête, l'Ukraine est envahie, c'est fini et tout ça. Donc, effectivement, on peut dire, il faut continuer la guerre. Mais encore une fois, à quel prix? À quel prix? Et là, je ne vais pas faire parler Darius Rochebin sur ce qu'il n'a pas dit. Mais il faut un peu arrêter de tous ces gens qui disent, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Parce que pour le moment, qui se bat? Sont les Ukrainiens et les Russes. Qui meurent, ce sont les Ukrainiens et les Russes. Qui sont blessés, qui sont complètement dévastés, les Ukrainiens. Et une partie en tout cas de la population, sinon de la population, du moins des soldats russes. Alors franchement, est-ce qu'on peut être optimiste et dire que la guerre continue et que c'est bien parce que l'Europe va remplacer les États-Unis éventuellement? Ben écoutez, vous venez d'écouter notre conversation avec Pierre Lelouch, c'est pas demain la veille. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Peut-être réfléchir, ce serait une bonne chose. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ouais, les bêtises, Sabine Paturel. Mais vous savez, quelquefois comme ça, il y a des fragments d'images et de sons qui passent sur les réseaux sociaux et quelquefois ça nous arrête parce que ça s'est passé au Salon de l'Agriculture, la semaine dernière, Salon de l'Agriculture, et il y avait une influenceuse algérienne, Karima S, qui passait. Alors on peut pas vous montrer les images bien sûr, mais on peut vous faire entendre le son, et elle passe un peu partout et elle s'arrête à un moment donné au stand du Maroc. Et écoutez ce qu'elle dit. Avant de nous larguer, Allah s'est joué de vous, mais c'est incroyable. Il n'y a personne. Alors, le stand algérien, il est plein à craquer. Voilà, quand on trahit la Oumma, quand on fait des alliances avec le diable, ennemi d'Allah, et je pense pas quelle entité, même la France, et ben regardez ce que ça donne. Ah, ils s'ennuient à mourir. Allez, encore un petit tour chez eux. La plupart ont des têtes de négroïdes horribles. Bonjour madame. Je peux vous filmer? Pas de souci. Ouais, elles ont vraiment des têtes de négroïdes horribles. Voilà, on entend une influenceuse algérienne dire devant le stand du Maroc, on la voit d'ailleurs, mais là vous avez fait entendre le son. Ah là là, ils ont des têtes de négroïdes. Mais qu'est-ce que c'est que ces têtes de négroïdes? Alors voilà des personnes qui se proclament les têtes de pont de l'antiracisme, qui accuseraient tout le monde de racisme dès qu'on dit un mot, effectivement, si vous en prenez à tel ou tel ou tel, alors que ça n'a rien à voir effectivement avec l'ethnie et la race. Et eh bien, non, tête de négroïde. Des fois, on se dit, bon, et
il faut jamais généraliser. C'est une personne. Enfin, quand même, passer d'entendre ça. Imaginez. Alors, franchement, comme ça, que ce soit un Français de souche, un Guy ou une Xavier ou une Roxane qui dirait ça. Et très justement et légitimement, on dirait, regardez, ces salauds de racistes, ces salauds de fascistes, etc. Voilà, ils passent devant le stand du Maroc ou le stand d'Algérie, ils disent ça. Et à juste titre, on les qualifierait de racisme, et nous les premiers, on dirait ce qu'on en pense. Mais là, apparemment, écoutez, ça passe crème. C'est intéressant, voilà, c'était un petit fragment d'air du temps. Vous voyez que malheureusement, le racisme, il est à tous les étages et il n'appartient à aucun monopole. À bon entendeur qui traite la France de raciste systémique, salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Après des mois de controverses, le premier programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, EVARS, son EVARS, a été publié au bulletin officiel de l'éducation nationale ce 6 février, donc il y a presque un mois. Élaboré donc afin d'encadrer et de rendre obligatoire les 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité prévues par la loi Aubry, il sera appliqué dès la rentrée de septembre 2025. Voilà, suscitant les controverses et les polémiques que l'on sait, mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait quand même quelques mois, voire quelques années qu'on en parle. Anne Coffinier, bonjour. Bonjour André Berkoff. Vous êtes fondatrice de la Fondation Kairos et présidente de Créer son école. À un moment donné, avant de parler et de la Fondation Kairos et de créer son école, moi j'ai dit, mais à un moment donné, on a envie de se dire, comme ça, tout ça pour ça, 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité. Attendez, on apprend quoi en 3 séances par an? Ça veut dire quoi? Non mais déjà, si, ça veut dire quoi? C'est sûr que c'est pas un volume horaire extraordinaire, mais en 2001, il y a eu le principe de faire 3 séances par an, et en réalité, il y a à peu près 15% des enfants qui ont eu effectivement au moins une de ces 3 séances, c'est-à-dire très peu. Pourquoi? Parce que les professeurs sont assez réticents à faire ce cours, et donc il se passe la patate chaude, et en réalité, personne n'a vraiment envie de le faire, c'est pas un sujet très facile. Et ils sont pas toujours forcément très allants sur le fond pour aborder ces sujets. Et puis, ils ont conscience que c'est facile de froisser les enfants, d'être contre-productif dans ce qu'on peut dire. De froisser les parents aussi. De froisser les parents, ça c'est encore plus facile. Voilà. Et c'est pour ça que dans le contexte français, lorsque vous n'avez pas de programme, en réalité, j'ai envie de dire presque, il faudrait dire pas de programme et pas de notes, alors ça n'existe pas, parce que l'école française fonctionne sur les programmes et les notes. Alors il n'y a pas de notes, mais il y a un programme. Alors en 2001, on fixe l'idée qu'il faut passer 3 séances. Ça fait 24 ans, quoi. En 2024, on dit qu'il y a un programme, peut-être que dans 10 ans, on mettra des notes. Mais alors justement, passons au fond des choses. Qu'est-ce que, alors, parce qu'on a bien vu la polémique, ça fait déjà longtemps, des Mamans Louves à SOS Éducation, en passant par votre fondation et de créer son école. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, reposons la question, en tout cas qui a été posée. Est-ce que, d'un côté, on peut dire, mais c'est très bien, parce que, effectivement, l'ignorance est la mère de tous les vices. Il n'est pas mauvais que les enfants, en tout cas, à partir d'un certain âge, soient informés de leur corps, des fonctions, etc. Et puis, un peu plus avant, plus tard, des relations sexuelles, etc. Sauf que, on a vu des manuels, on a vu des choses où ça a quand même légèrement dérapé, ou peut-être pas légèrement dérapé. C'est-à-dire, effectivement, cette ambiguïté-là, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut éduquer sexuellement à l'école ou pas, à votre avis, vous, à mon avis, oui. Il y a des gens, on va dire ceux qui sont les plus conservateurs ou ceux qui sont religieux, qui considèrent que la famille éduque et l'école instruit, et que il est urgent pour l'école de pas se mêler d'éducation sexuelle, affective et relationnelle. Dans un monde idéal où les parents feraient parfaitement leur rôle, oui, on n'aurait pas besoin de l'école. Mais on sait très bien, et on peut chercher dans nos propres familles, on sait très bien que les parents
soit, on peut peut-être considérer qu'il y a 2-3% de parents qui font les choses correctement. Les autres, soit ils y pensent pas, soit ils sont mal à l'aise, soit ils ont des enfants qui n'ont pas envie que leurs parents leur en parlent, pour des raisons X ou Y, notamment les adolescents, ils n'ont pas toujours forcément envie que les parents parlent de ça. Oui, bien sûr. Soit ils n'ont aucune idée des nouveaux défis qui se posent. Parce que je pense que parler de sexualité il y a 50 ans, ça n'avait rien à voir avec parler de sexualité et de violence sexuelle et d'emprise sexuelle actuellement. Actuellement, il faut quand même savoir que la quasi-totalité des enfants à 11 ans ont été déjà exposés à des contenus pornographiques. Internet, etc. Ouais. Oui, on n'est ça, plus à la génération Playboy, Penthouse, où on découpait une pin-up qu'on mettait sur le mur. On n'est plus du tout là-dedans. Donc il y a un degré de réalisme, ou plutôt de non-réalisme, de crudité et de violence dans ce que les enfants voient. 80% des enfants de 11 ans. Voilà. Donc, si vous voulez, et déjà à 9 ans, il y en a déjà pas mal qui ont été exposés, mais sans le vouloir, de manière comme ça à dire. Donc, la société a complètement changé, les risques ont complètement changé, et le rapport, est-ce que c'est les telenovelas, est-ce que c'est les séries américaines, j'en sais rien, mais le rapport, par exemple, à la prostitution a complètement changé. C'est-à-dire que la prostitution, c'est quelque chose qui s'est banalisé chez les mineurs. Vraiment ? Oui, et des sites comme OnlyFans, par exemple, vous pouvez faire de l'argent en exhibant un bout de cheville, un bout de téton, un bout de je sais pas quoi. Ça a aussi banalisé. Je commercialise mon corps, une partie de mon corps même. C'est ça. Et après tout, si j'ai besoin d'un peu plus d'argent, est-ce que je peux pas montrer un peu plus, voire faire un peu plus, etc. Donc on sait que les choses ont profondément changé. Et je pense que nous, en tant que parents, on est toujours déphasés par rapport aux pratiques les plus actuelles, même s'il faut se tenir au courant. Et ça, je pense que c'est un message à passer. C'est vous, les parents, vous ne pouvez pas vivre au pays des faits. Bien sûr. Il faut vivre au pays actuel. Il ne faut pas vivre au pays des bisounours. Voilà, il faut vivre au pays de la réalité des dangers auxquels les enfants sont exposés. Et la pornographie, il n'y a pas plus simple d'accès. C'est d'ailleurs la première chose consommée sur Internet. Ils ne vont pas sur Wikipédia, les enfants. Ils risquent bien plus de tomber sur de la pornographie. Donc, cette nouvelle réalité, elle impose de donner une formation la plus ample, la plus complète et la plus universelle aux enfants. Et du coup, qu'est-ce qui reste comme lieu ? L'école. Alors, encore une fois, l'école est mal à l'aise, elle aimerait bien ne pas le faire, mais quel est le seul lieu à part la famille où tous les enfants passent ? Oui, et comme vous dites, il y a beaucoup de parents qui ont autre chose à faire ou qui ne veulent pas le faire, etc., etc. Non, alors là, moi, je crois que vous avez bien posé les termes du problème. La chose, c'est que il y a une espèce de levée de bouclier en ce moment, depuis déjà quelque temps. Est-ce qu'à votre avis, pour rentrer, parce qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que par exemple, à partir de quand, pour nommer les choses par leur nom, on peut faire parler de fellation, de sodomie, de ceci ou de cela, parce que il m'a été rapporté, d'ailleurs nous avons reçu des personnes qui disaient déjà dans un cours de CM1 ou de CM2, on a parlé de ceci et de cela avec des images, des dessins, bien sûr, pas des photos. Alors, où on met le curseur ? Où on met, à votre avis ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont assez importantes. Il y a ce qu'il est important de dire aux enfants jusqu'à 6 ans. Et aux enfants jusqu'à 6 ans, à mon avis, il ne faut absolument pas parler de sexualité. Par contre, il y a un gros point manquant. Et d'ailleurs, le terme de sexualité n'est pas pour les enfants maternels et élémentaires. Ça, il faut bien le reconnaître. Oui, c'est vrai, ça apparaît après dans le programme. Oui, c'est après 6 ans, en tout cas. C'est ça. Mais là-dessus, à mon avis, il manque quelque chose de très important, c'est la formation massive des adultes, en particulier à l'école, mais aussi, pourquoi pas, des parents, mais aussi des personnels de santé, etc., sur tout ce qui est détection des violences sexuelles, des incestes. Je rappelle que dans une classe de 30 élèves, il y a 3 élèves victimes d'inceste. C'est énorme. Ça me paraît toujours énorme. Ça paraît fou, et probablement que c'est sous-estimé. Donc ça veut dire que l'urgence pour les plus petits enfants, elle n'est pas de parler de sexualité aux enfants, elle est de former les adultes à la détection, et elle est de créer un climat dans une école où la parole puisse se déployer. Et ça, on est très 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 loin du compte. D'ailleurs, je pense qu'on n'est
pas très au fait encore de la manière dont il faut s'y prendre, mais il y a certainement des spécialistes qui savent comment on peut créer ça. Et donc il faut défendre les enfants, pour que les enfants puissent être repérés dans leur détresse, alors même qu'eux-mêmes ne savent pas mettre les mots sur ce qui leur arrive et ne peuvent pas le faire. Et donc qu'on puisse les aider dans leur détresse et les protéger. Donc ça, il me semble que sur cette première tranche d'âge, la vraie mission à avoir, elle est là-dessus, et on n'en entend pas parler. Oui. Ensuite, petit à petit, on peut apprendre toute une série de choses, et le programme est globalement assez bien fait. Mais je note qu'il y a beaucoup aussi de malhonnêteté. On dit, il n'y a pas de théorie du genre. C'est vrai que le genre, en tant que... Il n'y a pas une théorie du genre. Oui. En fait, il y a des gender studies, donc des études de genre. Oui, c'est c'est pas une théorie comme on pourrait parler, je ne sais pas, d'une théorie en mathématiques. Mais toujours est-il que ces gender studies, elles posent le fait qu'on peut avoir un déphasage entre le corps sexué et puis la manière dont on se ressent. Sauf que si on pose cette question d'identité de genre et si on la présente comme une option ouverte sur le marché dès le plus jeune âge, et là en l'occurrence on la présente dès la 5e, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de dire oui, il y a des gens qui ont en fait un ressenti, qui se ressentent autre chose que ce que leur corps est, c'est une chose. Mais c'est pas tout à fait la même chose que de dire écoutez, interrogez-vous. Oui. Demandez-vous finalement ce que vous êtes vraiment et sentez-vous libre. Un garçon, une fille, etc. Parce que quelque part, quand même, on les force. Il y a une manipulation, quand même. Alors, je dirais pas ça. C'est pas qu'on les force, mais en fait, quand vous créez une interrogation, vous créez un domaine où vous dites est-ce que ça serait pas ça ? Est-ce que je serais pas ça ? Est-ce que ma vraie liberté ne serait pas là ? Est-ce que mon vrai moi ne serait pas là ? Quand vous êtes un collégien ou un lycéen, un collégien en particulier, vous avez souvent toutes sortes de périodes de malaise, d'interrogation. On en est tous passés par là. Alors on peut parfois se rebeller contre les parents, on peut se rebeller contre sa religion, on peut se trouver laid, se mutiler, s'affamer, au contraire bouffer trop. Enfin, tout est possible. Et là, le discours qui est dominant depuis quelque temps, c'est en réalité, c'est une question de genre. Oui, on réduit, parce qu'on réduit à la question du genre, qui est quand même dangereuse. Alors que c'est certainement un élément possible, mais certainement pas le seul. Et j'ai l'impression que au moment où il y a toutes ces questions qui se posent, on ne s'intéresse pas tellement au bien-être de l'enfant d'une manière générale. L'école publique ne se préoccupe pas tellement de faire grandir l'enfant, s'épanouir, prendre des responsabilités croissantes, ou devenir un adulte responsable. C'est beaucoup plus important, ça. On ne s'en occupe pas. Ça, c'est plus une tradition dans les écoles privées. Il faut bien reconnaître que l'école est restée quand même très centrée sur les notes, les programmes, les examens, etc. L'instruction. Et par contre, le domaine où elle a l'air d'un coup de se piquer d'une sorte de préoccupation pour la personne, et c'est bien le seul domaine où elle a l'air de s'en piquer, ça va être la question du genre. Où avant, il y a quelques années, c'était la question de l'orientation sexuelle, là maintenant c'est le genre. Et je trouve ça bizarre, cette manière de se passionner sur cette question-là, qui est une question qui peut se poser, tout à fait. Oui, mais pas... Alors qu'à côté de ça, on ne va pas s'intéresser sur la construction du caractère, sur la croissance de l'enfant, sur le fait qu'il apprend à poser des actes responsables, à gérer un certain niveau de risque, à se demander ce qu'il peut faire pour la société. Tout ça est absent de l'éducation la française, alors que c'est assez présent en Grande-Bretagne, par exemple. Ouais. Donc c'est bizarre, vous voyez, cette passion pour les questions. On préfère leur poser d'emblée, comme vous dites, il y a énormément de malaise. Mais quand même, moi, quand je dis qu'il y a une question de manipulation, c'est-à-dire que quand vous posez un problème en disant, regardez, ce problème du genre, il est posé de façon générale, puisque il est dans les programmes, en tout cas, il est dans les programmes d'études, il y a quand même quelque chose qui fait que le malaise va prendre ce canal-là, alors qu'il pourrait prendre d'autres canaux. Parce qu'un malaise n'est pas seulement, loin de là, et loin s'en faut, un malaise du genre. Il peut être un malaise de la société. Etc. Il faut reconnaître, le programme n'aborde pas du tout la question du genre à travers la notion de malaise. Il aborde la question du genre à travers le fait de la reconnaissance de la pluralité des familles et la pluralité des manières d'être au monde. En disant, voilà, vous avez des gens qui sont hétéros, des gens qui sont homosexuels, des gens qui ont une identité de genre différente, etc. Donc c'est une manière très descriptive, en apparence, en tout cas, de présenter la question du genre au milieu d'autres questions.
Bon, voilà. On va en parler de cela après cette petite pause. Je vous rappelle, le 0826 300 300, vous n'hésitez pas à nous appeler. Ça concerne absolument tout le monde, que vous soyez parents, que vous soyez jeunes. Ça concerne absolument tout le monde. Et justement, où mettre le curseur par rapport à une éducation sur un terrain, évidemment, qui a longtemps été terrain incognita, qui heureusement ne l'est plus, parce que c'est toujours bon, les lumières, en tout cas d'éclairer, mais d'éclairer comment et de quelle façon. On continue à en parler avec Anne Coffinier. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Anne Coffinier, vous êtes fondatrice de la Fondation Kéros et présidente de Créer son école, et on parle effectivement de l'éducation sexuelle à l'école, l'éducation du genre et ce que ça entraîne comme effet positif, mais aussi comme effet pervers. Dites-moi alors, Créer son école, c'est quoi exactement donc que vous présidez? Alors c'est une association qui existe depuis 20 ans, on fête nos 20 ans cette année, et qui a pour but d'aider les gens à créer une école. Donc en fait en France, il y a les écoles créées par l'État, les écoles publiques. Et puis si c'est la société civile, donc des parents, une entreprise, un ensemble de professeurs, des orthophonistes, enfin qui veulent créer une école, voilà, même totalement privée, hors contrat. En fait, quand vous créez une école, elle est forcément hors contrat. Donc quand quelqu'un crée une école, en général, ils viennent à créer son école. Et on leur fait part de tout un savoir-faire juridique, technique, pédagogique. On les accompagne, on les forme, on les met en réseau, on les référence, on les défend parce que parfois ils ne sont pas compris. On les accompagne par rapport au rectorat pour présenter leur dossier, faire valoir leur projet, etc. Oui, parce que les diplômes doivent être reconnus. Oui, moi, tout est très encadré, en particulier depuis la loi Gatel de 2018, mais c'était déjà le cas avant. Et donc, ces écoles-là, et c'est important de le dire, parce que parfois les gens disent « Ah, les écoles indépendantes ou hors contrat, c'est un peu hors contrôle ». Mais en fait, ce sont les écoles aujourd'hui en France qui sont le plus inspectées, à la fois en nombre et en profondeur. Ah oui. Donc, elles sont inspectées l'année d'ouverture, inspectées obligatoirement avant leurs 6 ans, et en réalité, elles sont inspectées très fréquemment actuellement. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y a 2500 écoles, 130 000 élèves. Il se crée à peu près 120 écoles par an. Ah oui, c'est intéressant. 130 000 élèves, oui. Oui. Donc la croissance est forte, ces écoles sont pas du tout financées. Elles se créent autour de quoi? D'un besoin, Ça peut être des écoles qui vont se créer tout simplement parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas bien dans l'école publique ou sous contrat, ou bien il n'y a pas de place dans l'école privée sous contrat et que les parents disent qu'ils voudraient quand même une école avec un certain nombre de paramètres qu'ils ne trouvent pas dans le public. Ou parce que les enfants, par exemple, sont bilingues, ils veulent garder leur bilinguisme, ou des enfants qui sont dyslexiques et qui ne sont pas assez accompagnés dans l'école ordinaire, qui ont besoin d'un accompagnement plus fort. Vous avez aussi des enfants qui, par exemple, font sport-études. Il y a une école à Paris et à Lyon qui permet de faire, de manière très avantageuse, des études à haut niveau et une carrière internationale de sportifs. Donc les plus grands sportifs sont dans les écoles indépendantes. Ils sont pas... Il y en a plusieurs en France, comme ça, oui, d'accord. En fait, c'est en fonction de l'intérêt, du thème, du statut qui soit... Tout à fait. Vous avez des écoles aussi qui ont pas mal d'enfants qui sont très en avance, parce que c'est assez difficile quand vous êtes à l'école publique. Les surdoués. De passer, c'est ça, de passer votre bac à 13-14 ans, l'école publique n'aime pas trop ça. Elle est quand même dans une logique très égalitariste. Et bien dans les écoles indépendantes, parfois, les gens passent à leur bac à 15 ans. D'accord. Et ils sont reconnus, en tout cas, le bac peut être passé. Ils ne vont pas vous empêcher si vous avez 14 ans ou 15 ans. Le bac peut être passé. Maintenant, le bac dans les écoles indépendantes, c'est plus dur. Alors, ça crée une forme d'injustice qu'on a essayé de dénoncer, mais l'État français étant à sa manière, il a considéré que non, c'est comme ça, notre bac est plus dur. Donc nous passons 16 épreuves. Et quand dans le public et sous contrat, ils passent 4 épreuves. D'accord, ah oui. Mais l'intérêt, c'est que ça prépare... Les élèves qui passent par le bac hors contrat, en fait, sont tout à fait préparés aux filières sélectives ensuite, et quand même reconnus comme tels par les recruteurs. Ils travaillent plus. Ils travaillent beaucoup plus. Ouais, ils ont l'habitude de plus d'examens, ils travaillent plus. Non, mais c'est très intéressant. Quand peut-on, pour les parents qui seraient intéressés... Alors, il faut aller sur notre site créersonecole.com, et là, il y a un annuaire de toutes les écoles indépendantes. D'accord. Et puis, créersonecole.com. Créer-son-école.com, ils trouvent ça facilement. Et donc, ce site référence toutes les écoles qui existent, et on accompagne sans arrêt des créateurs d'écoles. Donc, on accompagne beaucoup de professeurs qui disent, voilà, j'ai 20 ans d'expérience dans le public, je pense que je peux faire mieux. Voilà, et je vais rester dans le même état d'esprit du service de tous,
mais avec une pédagogie plus claire, plus ferme, qui va fonctionner comme ça. Et on les accompagne et on les crée. Et ça ne crée pas de froncement de sourcils du côté de l'éducation nationale si, ou de l'appareil? Mais c'est la vie. La vie, c'est innover, c'est créer, c'est... Voilà. Donc, le froncement de sourcils, c'est pas très grave. Mais en tout cas, il n'y a pas d'empêchement. Aujourd'hui, c'est un système de déclaration. Il y a inspection, mais il n'y a pas d'empêchement. Oui. Il peut y avoir d'empêchement, mais il faut quand même qu'il soit justifié. S'il n'est pas justifié, bien sûr. Voilà, on va devant un tribunal administratif. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, justement, donc, d'autant plus intéressant, Anne Coffinier, de reparler, et on va écouter là ce que disait l'ancien ministre délégué à la réussite scolaire qui est député du Rhône. Il disait ça il y a quelques mois. Alexandre Portier, il parlait au Sénat. Écoutez ce que disait Alexandre Portier. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure. C'est aussi pour ça qu'il est évidemment hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Ce programme, en l'état, n'est pas acceptable. Et il doit être revu. Je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles. Le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements. Il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant. Alors, je ne sais pas si ce qu'il dit, il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant. Et puis, il dit la théorie du genre n'a pas sa place dans nos écoles. Est-ce que quand même, moi je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas raison quelque part Ce qui est intéressant, c'est la manière dont le texte a évolué, parce que depuis son intervention, le texte a évolué. Il a plutôt évolué dans le bon sens, mais pour autant, on est resté quand même un peu entre deux eaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le genre en tant que tel, l'identité de genre, elle est présente dans la totalité, à partir de la classe de 5e, dans la totalité du programme EVARS. Donc, on n'a pas mis de côté... Qui doit être appliqué à toutes les écoles et tous les établissements. Sauf les écoles indépendantes qui sont libres de procéder autrement. Bien sûr. Mais en dehors de ça, donc ce concept de genre, et puis de toute manière, il est dans le droit pénal, il est partout, il est dans la société. Donc l'école n'est pas une bulle non plus. Si les gens ne voulaient pas, par exemple, que le genre soit reconnu en France, il fallait s'en préoccuper au niveau du Parlement et plus tôt. Donc, beaucoup ne savaient pas ce que c'était. Hein. Voilà. Donc, en fait, toujours est-il qu'il faut être aussi cohérent d'un point de vue institutionnel. Maintenant, quand il dit il est hors de question que il y a une certaine évolution, c'est-à-dire que toutes les séances doivent être faites, si c'est bien respecté, en présence du professeur. C'est-à-dire que le professeur ne quitte pas sa salle. Il peut y avoir des intervenants extérieurs. Qui vient parler, c'est ça. C'est pas forcé. Il peut y en avoir un. Et s'il y en a un, il doit de toute manière être sous la responsabilité du professeur. Et s'il dit des choses qui paraissent inappropriées, c'est le professeur qui sera tenu responsable. Ça, je pense que c'est quand même une garantie intéressante. L'autre chose aussi qui s'est améliorée, c'est que il faut bien voir que quand vous prenez l'histoire de l'éducation sexuelle en France, ça commence avec la loi Janzer en 1938. Oui, déjà. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il y a la loi Janzer en 1938, les parents d'élèves, donc l'association des parents d'élèves de l'époque, le précurseur de la PEP, public, font interdire la circulaire en disant que c'est l'affaire des parents. On voit l'évolution de mentalité. C'était 2 ans après le Front Populaire. Enfin, d'ailleurs, c'était les ministères du Front Populaire. C'était le ministre du Front Populaire, fondamentalement. Absolument. Donc, quand on voit l'évolution progressive, le rôle des parents était progressivement effacé. Au début, on disait que naturellement, c'était les premiers éducateurs, mais que sous leur contrôle, et que d'ailleurs, ils pouvaient toujours avoir la capacité de ressortir les élèves de classe si ça les embêtait. Et puis, c'était eux les premiers éducateurs. Donc ça, c'était les premiers textes. Et là, maintenant, on en arrive à un texte où on dit les parents vont être informés. Enfin, en début d'année, et puis on ne va pas leur rappeler séance après séance, et il n'est pas question qu'ils sortent leurs enfants de cours. Et puis on ne rappelle plus qu'ils ont une sorte de primat dans l'éducation sexuelle. On dit que oui, ils sont concernés et qu'on va les informer. Donc en fait, on voit plus le temps passe et plus l'école et l'État, en fait, prennent le pas sur les parents dans cette responsabilité-là. Oui, vous voulez dire, le rôle des parents a totalement diminué par rapport à il y a presque un siècle. Oui, et surtout dans le texte. Et c'est là que je trouve que le texte n'est pas satisfaisant, c'est que le texte ne donne aucune place aux parents. Les parents sont cités entre parenthèses potentiellement en tant qu'adultes de confiance. Mais pas plus, pas moins que l'infirmière, le professeur ou... ils ne jouent pas un rôle plus grand, d'après eux. Non. Pas du tout. Profits et pertes, oui. Et quand vous prenez les sites de référence qui sont les plus consultés, le site étatique, ça s'appelle On s'exprime sexe
en gros, On s'exprime, oui. on s'exprime.fr. Ce site est très intéressant. On voit bien l'état d'esprit sous-jacent. C'est le site de l'Éducation nationale. Non, c'est un site, je crois, c'est Santé publique France. D'accord. Et en fait, c'est le site sur lequel on trouve toute l'information disponible. Il est très bien fait, mais il a quand même des partis pris très clairs, et notamment celui d'indivisibiliser, comme on dit maintenant, invisibiliser les parents. Alors, les parents n'existent pas. La seule fois où il y a une occurrence sur les parents, c'est pour dire qu'on peut prendre la pilule sans en parler à ses parents, ou qu'on peut avorter sans en parler à ses parents. Voilà. Et donc, on voit bien que l'approche est une approche fidèle à la tradition de l'école publique, qui émancipe par rapport à la famille. Émancipe, ça veut dire en fait qui considère que la famille est toujours trop obscurantiste. Oui. Pour pouvoir être intéressante, et que donc l'école est là pour mettre à distance la famille, ce qui n'est pas faux sur le fond. Oui, bien sûr. Mais sauf que depuis, sauf on va que dire, mettre à distance la famille, c'est une chose, s'émanciper une chose, mais faire disparaître absolument la famille ou presque, c'en est une autre. Et la mettre sur le banc des accusés, c'en est une autre. Et on est très vite dans cette situation-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. L'autre chose importante, c'est aussi de se dire que quand on parle de choses scientifiques, quand on est dans l'ordre des savoirs purs, alors l'État peut, j'ai envie de dire, exprimer et exercer son autorité de manière un petit peu brutale. Mais lorsqu'on est dans le domaine des idées anthropologiques, des conceptions éducatives, de l'intime, on n'est plus dans les Lumières. On n'est plus dans les Lumières chères à notre Diderot. On est dans la transmission d'un certain état d'esprit à un moment T, à un moment donné, qui, par définition, sera considéré probablement passablement ridicule, inadapté dans 10 ans. Donc, est-ce qu'on peut donner à l'État, dans cette position-là, autant d'autorité que quand il s'agit de démontrer Pythagore ? En fait, il faut faire attention entre l'ère L''RE et l'ère du temps. C'est ça. Et parce que là, ça devient... On va continuer à en parler. 0826 300 300 si vous voulez nous appeler. Éducation sexuelle à l'école, éducation du genre, théorie du genre. Jusqu'où faut-il aller? Comment? On en parle avec Anne Coffinier et avec vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes toujours avec Anne Coffinier. C'est passionnant de parler effectivement de l'école, de créer son école. Effectivement, on en parlait hors antenne, de ces écoles sans contrat. Qui effectivement et qui ont la liberté de se créer, de s'auto-créer, on en a parlé en première partie d'émission, avec des fonctions extrêmement différentes. Et vous disiez juste, Anne Coffinier, qu'en milieu rural, ça joue beaucoup. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui ferment. Alors, soit elles perdent une classe en milieu rural, en grande ruralité, soit elles le ferment complètement. Et en plus, l'État n'est pas capable de planifier les choses. C'est-à-dire qu'il vous dit année après année, ah bah tiens, vous fermez une classe, ah bah tiens, on vous ferme votre école, au lieu de vous dire, écoutez, voici le plan sur 3 ans, organisez-vous. Ouais. Donc, les communautés rurales sont très déstabilisées. Et ça arrive souvent que ça ferme sans, presque sans avertissement. Oui, d'une année sur l'autre, c'est fini. Et donc, dans ces cas-là, ce qui est très intéressant, et plusieurs maires ruraux l'ont fait, c'est de dire, moi, je vais créer une école associative, solidaire, rurale, comme on veut, comme on peut l'appeler. En tout cas, c'est une école hors contrat. Et je peux même reprendre les professeurs qui étaient là dans le cas du public. Je peux aussi en prendre d'autres. Je peux aussi donner une coloration particulière. Je pense à une école qui s'est créée, qui a décidé d'être une école Montessori et très écologique, avec toutes sortes de liens avec une coopérative dans laquelle les gens du village venaient manger. Et voilà, donc il y avait toute une logique un peu circulaire, entre guillemets. Des synergies, etc. C'est ça. Et ça fait revivre le village. C'est-à-dire non seulement l'école a été maintenue sous une forme libre, mais en plus elle avait tellement d'intérêt que la population a à peu près doublé. Elle est toujours en fonction. Oui, tout à fait. Ouais. C'est où ça si Alors c'est en Dordogne. En Dordogne, d'accord. Alors je voudrais revenir, non mais ça c'est très intéressant, et je rappelle, créer son école.com. Voilà. Exactement. Sonécole.com. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller consulter le site, et je pense que toutes les initiatives sont toujours très bonnes à prendre. Je voudrais revenir au programme à Evars. Alors, je rappelle simplement, et on va commenter ensemble, Anne Coffinier. Donc, à l'école maternelle et élémentaire, programme est centré sur la vie affective et relationnelle. En maternelle, il prévoit la prise en considération du corps, des sentiments, des émotions, du respect de l'intimité et de l'égalité entre filles et garçons.
Donc avant 4 ans, il s'agit de connaître son corps, quand même, avant 4 ans, hein, nommer ses différentes parties, avoir conscience de l'intimité, d'apprendre à exprimer son accord ou son refus, ou d'être sensibilisé à l'égalité entre filles et garçons. Oui, l'activité, un métier peut être choisi partout. À partir de 4 ans, le programme inclut le fait d'identifier des adultes de confiance et d'apprendre à faire appel à eux, à distinguer ce que l'on peut garder pour soi ou entre enfants comme un secret, et d'une situation de danger, ou encore d'appréhender, comprendre et respecter les différentes formes de famille. À partir du CM1, je raccourcis, ils apprennent aussi à connaître les principaux changements du corps à la puberté, à repérer les situations de harcèlement ou à comprendre les stéréotypes pour lutter contre les discriminations. Par exemple, les textes, etc. En CM2, les enfants apprennent aussi à repérer, à se protéger des violences sexistes et sexuelles, ou à connaître leurs droits pour un usage sécurisé du numérique, danger d'Internet, on en parlait des réseaux sociaux, interdiction des réseaux au moins de 13 ans. À partir du collège, la sexualité, et aider les élèves à comprendre et à prendre, etc., etc. Troisième, interroger les liens entre bonheur, émotion et sexualité. Et enfin, j'abrège parce que au lycée, évidemment, dimension réflexive. Et là, c'est intéressant parce que la classe de seconde permet d'explorer les tensions entre l'intime et le social, donc toujours protection à l'ère des réseaux sociaux, comprendre que les élèves doivent, entre autres, seconde, comprendre que les différences biologiques entre les femmes et les hommes ne déterminent pas les expressions, les comportements, les rôles attribués aux genres masculin et féminin. Déjà, on dit, voilà, il y a masculin et féminin, et puis il y a autre chose, et faire comprendre que le sexe biologique peut ne pas correspondre à son identité de genre. Et là, il y a, alors après, première conduite, tentation, plaisir et risque, il y a la terminale, de savoir résister individuellement et collectivement aux violences sexistes et sexuelles et aux discriminations liées au sexe, à l'identité de genre, encore une fois, à l'orientation sexuelle. Est-ce que là, alors justement, donc on ne parle pas du genre plus tôt, mais est-ce qu'il y a pas... on en parle dès la 5e. Oui. Il faut mais pas la théorie du genre, quand même. Moi, je trouve que cette distinction, honnêtement, comme on parle des discriminations en 5e, quand on parle des discriminations, vous êtes bien obligé de parler de ce que c'est que l'identité de genre. Donc je crois qu'il ne faut pas se cacher de son petit doigt. Maintenant, on peut parler des choses, c'est pas trop le sujet. Moi, je suis pas pour une logique dont on parle de rien, comme ça, il n'y a pas de souci, on cache tout et tout va bien. Je vois pas l'intérêt de cacher les choses. Maintenant, il est évident que l'approche qui est promue, alors qu'en seconde, en première, en terminale, on ait une réflexion connectée à des enjeux philosophiques, à des enjeux éthiques, à des enjeux historiques, religieux, culturels, c'est normal. Je veux dire, on est au lycée, c'est quand même pas la même chose que plus jeune. Mais là où c'est parfois un petit peu gênant, c'est que la distinction entre l'informatif et le prescriptif, elle est un peu faible. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si vous reprenez la formulation là du programme de seconde, peut-être que vous pouvez juste relire. Les différences biologiques entre les femmes et les hommes ne déterminent pas les expressions, les comportements et les rôles attribués aux genres masculin et féminin. Donc là, ils veulent dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut être astronaute. Bon, jusque-là, tout le monde est d'accord et ils le disent d'ailleurs dès les petites classes. Maintenant, ça dépend après la teneur qu'on veut donner à ça. Non mais vous voyez, quand ils disent prendre conscience que le sexe biologique peut ne pas correspondre à son identité de genre. Ça, c'est le propre de tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, Anne Coffinier, quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de... Parce qu'il y a quelque chose qui est là je parle en général sur la théorie du genre, enfin en général... Il y a quand même une espèce de... La biologie, c'est quelque chose, mais attention, il faut les laisser à sa place. Or non, la biologie, c'est on arrive à une ignorance, non pas une ignorance, à un rejet de la biologie. Oui. Bon, on voit bien qu'il y a deux grandes conceptions du monde. Il y a une conception conservatrice où conservatrice classique, j'ai envie de dire, sans forcément trouver un terme très idéologique. Dans la conception classique, on a un corps et on est homme ou femme. Après, on a un sens aussi de ce qui est donné, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause, on ne voit pas une forme d'oppression dans le fait d'avoir reçu quelque chose. On a reçu un certain milieu social, une certaine nationalité, un certain corps, on a reçu des talents, des problèmes. C'est la question de la nature. On reçoit un certain nombre de choses. Et on considère que la liberté se déploie par rapport à ce qu'on reçoit.
mais on va pas tout questionner. Et dans la conception progressiste, si on peut dire, ou woke pour faire plaisir aux gens qui adorent ce mot un peu fourre-tout, qui est quand même un mot qui pousse à mon avis à une certaine forme de flemmardise intellectuelle. En tout cas, dans cette conception woke, en fait, on reçoit un certain nombre de choses, mais elles sont là quasiment que pour pouvoir être déconstruites. On s'affirme en faisant une sorte de devoir d'inventaire. On dit, bon, j'ai reçu tel sexe, finalement j'ai décidé d'en avoir un autre, et puis j'ai cette famille, mais après tout, je demande une émancipation précoce parce que je trouve que c'est une bande de cons et qu'ils ne me méritent pas. Bon, j'aurais pu naître aux États-Unis, je suis né en France, après tout, moi je suis citoyen du monde, ça ne me concerne pas. Donc on voit bien que la notion de recevoir un héritage, qu'il soit biologique ou intellectuel, ou culturel ou religieux, c'est quelque chose qui est considéré comme une forme d'agression de l'individualité, comme une chose finalement qui n'est pas un bien en soi. Donc l'idée de transmettre, c'est déjà une violence, et l'idée de recevoir, c'est déjà une aliénation. Donc dans cette conception-là des choses, tout est matière à déconstruction, et on voit bien que c'est du coup un continuum intellectuel, que ce soit en littérature, en philosophie, mais aussi dans la biologie et dans la sexualité. Oui, sauf que si on intellectuellement c'est une chose, et culturellement c'est une chose, mais quand on arrive à dire, et on l'a vu évidemment, c'est une infime minorité quand même, je suis pas un homme, je suis un chat, je suis pas un enfant, je suis un arbre, etc. Et prenez-moi comme une arbre. Et si vous considérez que je ne suis pas un chat ou un arbre, c'est que vous êtes raciste et discriminatoire. Oui, voilà, on frise la connerie avancée, ça c'est sûr. Il y a quand même un problème là. Mais je suis pas en train d'expliquer que ça me paraît bien. J'ai essayé de comprendre comment on est arrivé à deux versions aussi antagonistes en fait des choses. C'est impressionnant de voir comment une partie de la population considère que l'école est là pour ne pas choquer les parents, pour les conforter et pour conforter les faits sociaux et les mœurs majoritaires. Ça, c'est une partie des gens qui pensent ça. Et il y a une autre partie des gens qui considèrent que l'école est là pour nourrir la liberté, la critique et l'autoconstruction et finalement l'autodétermination. Et déconstruire aussi. Voilà, et donc forcément déconstruire pour se reconstruire librement. Et donc il y a une tension entre les deux visions avec des équilibres précaires qui s'instaurent. Mais il faudrait quand même pas trop jouer non plus au savant fou, parce qu'il s'agit des enfants. Et moi je rappelle une chose, c'est que les enfants, ce sont des êtres qui ont besoin, alors ça on l'oublie beaucoup trop, ce sont des êtres qui ont besoin déjà d'avoir envie de vivre. Ça paraît bête, mais quand on voit à la fois le taux de suicide chez les mineurs, mais aussi d'une manière générale une sorte de dépression, le nombre d'enfants qui vont pas bien. Aujourd'hui, ils ont envie de construction, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de choses aussi qui soient solaires, qui soient joyeuses, qui donnent envie de vivre. Ça, il faut quand même se préoccuper de ça. Donc ça me paraît important, moi, de montrer que oui, il y a des dangers, oui, il y a des choses, oui, il y a des questionnements, il y a des libertés dont on peut se saisir ou pas, certes, mais il y a aussi toute une série de choses qui sont évidentes, qui sont reçues et qui sont joyeuses. Et je trouve que cet équilibre aujourd'hui, il n'est pas bien établi. Et on est plus dans une logique quand même anxiogène pour les enfants. C'est le moins que l'on puisse dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Oui, Maud, je crois que nous avons des auditeurs. Et on commence par Jean qui appelle de Paris. Bonjour Jean. Bonjour à vous, bonjour à votre invité, merci pour votre émission. Une petite intervention par rapport à ce que j'ai pu vivre en tant que père de famille avec deux ados qui maintenant, dans quelques années, entreront seront libres du carcan familial. Bon, on a décidé de les mettre dans le public parce qu'on a la chance d'habiter dans le centre de Paris et puis donc dans un environnement assez, on va dire, privilégié par rapport à d'autres quartiers, d'autres situations. Au final, si on fait un bilan après ces quelques quinzaines d'années, moi je regrette pas le fait de les avoir laissés dans le privé. Il y a un point qui me contrarie, c'est la pression des professeurs sur la question du genre, sur les questions sociologiques, sur les questions militantes en fait qui n'ont pour moi pas leur place à l'école, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'essaie de discuter avec mes ados, c'est très difficile. Ils ont été formatés, ils ont été vraiment mis dans un système de pensée qui rend
tout dialogue vraiment difficile. Et ça, c'est un vrai problème. Et mais bon, après, est-ce que les choses seraient différentes si je les avais mis dans le privé ou dans une autre structure? J'en sais rien. Oui, je comprends. Et vous avez oui, c'est très difficile de parler avec eux parce que c'est-à-dire qu'ils sont pénétrés de ce qu'on leur entend à l'école. Mais il n'y a pas de, c'est-à-dire ils sont agressifs, enfin agressifs entre guillemets. Je ne dis pas que. Oui, ils peuvent rentrer dans un mode agressif, c'est-à-dire vraiment refuser tout discours. Et ça, c'est vraiment très frustrant pour un père ou une mère de faire face à des enfants par ailleurs, je veux dire équilibrés, si le terme veut dire quelque chose, mais en tous les cas qui sont vraiment formatés, qui ont été depuis la petite école, hein, vraiment, et voilà. D'accord. Merci Jean. C'était ma réflexion. Anne, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve intéressant cette notion de refus de débattre ou refus de discuter. Ça, pour le coup, c'est au cœur du wokisme, vraiment. C'est cette idée que l'autre est tellement ignoble dans ses positions qu'on ne va pas condescendre à croiser. Ignoble ou ignorant. Ignorant, enfin arriéré, obscurantiste, comme on veut, qu'en fait, on ne peut pas discuter avec lui. Et c'est comme ça qu'on voit, notamment sur les campus universitaires ou à Sciences Po, que quand quelqu'un ne nous plaît pas, on ne va pas chahuter ou discuter ou porter la contradiction ou crier des slogans adverses ou bien simplement lui dire mais c'est pas possible, voilà tel et tel fait. Non, en fait, on va tout simplement lui empêcher de faire la conférence et d'entrer dans le bâtiment. Et ça, cette mentalité-là, elle est totalitaire. Et ça, il faut le voir, quel que soit le contenu. À la limite, imaginez la solution inverse. Imaginez que ces enfants aient été dans une école très, très, très conservatrice et qu'ils aient cette même attitude parce que le père dirait, mais enfin, vous savez, il y a des gens qui ont des orientations sexuelles ou qui ont des genres différents et qui réagissent comme ça. Ça serait le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est arrivé à une époque où on ne peut plus parler, où tout de suite, on s'anathémise et on considère que l'autre, il est ignoble, il est salaud, il est insupportable. Une pensée binaire totale, voilà. Quoi. Et ça, c'est grave. Et c'est l'art de la nuance qu'il faut réinstaurer et l'art du dialogue. Et le dialogue, il passe par on définit les choses, on se pose et on se respecte parce que c'est comme ça que vit la cité démocratique.